Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026 au beau milieu de la nuit. On l'a dit, c'est la dernière soirée où ça va se passer comme ça, c'est la dernière fois où ça va se passer comme ça avec des débriefs qui sont un peu sortis de nulle part à 2h24 avant qu'on enchaîne un autre match à 3h du matin et qu'on va peut-être aussi commenter en live. Bon, c'est un peu fou. Mais c'est aussi pour ça qu'on a aimé aussi cette Coupe du Monde. Et franchement, match fou ce soir. Il y a eu des actions, il y a eu du suspense, il y a eu vraiment beaucoup d'histoires à se raconter. Donc bon, c'est un peu dur parce que va falloir vite enchaîner avec le match de l'Argentine derrière après. Mais bon, on a une bonne demeure devant nous les copains. On va pouvoir s'y mettre comme il se doit. Bon, comme d'habitude, allez-y, on fait le débat ensemble. C'est toujours plus sympa si vous le faites avec moi plutôt que je le fasse tout seul. Après, comme je dis, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, n'hésitez pas, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Allez-y, on a besoin de ça pour continuer de grandir et avoir encore plus de force. Allez-y, les copains. Bon, moi, je dis que ce soir, la Norvège, elle est piégée. Elle est piégée par un Bellingham XXL, en fait, les gars. Parce que là, ce soir, c'est pas que les 2 buts. C'est pas que les 2 buts qui nous met ce soir. C'est vraiment une prestation d'homme fort. Et il l'avait déjà montré contre le Mexique. Il l'avait déjà montré, là aussi par 2 buts. Mais dans l'attitude, là où moi j'appelais à beaucoup plus de responsabilité de sa part, c'est-à-dire tu veux les clés du jeu mon copain, bah vas-y montre-nous ce que tu es capable de faire. Là c'est pas tant ça, c'est juste que tu assumes ce costume que tu demandes, celui de sauveur de la patrie, joueur majeur avec Kane. Et là ce soir, force est de constater, mon copain, t'as rempli totalement les objectifs, ce qu'on pouvait te demander en fait. Et là, Bellingham ce soir, forcément, il y a les 2 buts, mais il y a aussi, je vous dis, la sensation de monter en puissance. Alors bien sûr, son équipe elle maîtrise pas grand-chose. Franchement, on va en reparler, c'est pas ouf. Mais vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé quand même ce qu'a fait Bellingham ce soir. Vraiment, je vous le dis, vraiment c'est très très fort. Alors, je vois un peu les messages. Salut. Abonnez-vous aussi, likez, mérite. Merci, Amine. Merci, mon copain. Merci. Merci à toi. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Dis-moi tout, Amine. Est-ce que tu as trouvé que la Norvège, elle aurait mérité mieux ou au final, l'Angleterre a mérité sa qualif? Parce que ça va être aussi un peu sur ça qu'on va aller. On va aller d'abord sur les compos, comme d'habitude, les copains. On y va. Donc, les compos, c'était globalement ce à quoi on s'attendait
côté norvégien. Il n'y avait pas de changement. Sorloth encore toujours côté droit. Avec comment Odegaard, Berg et Berge au milieu du terrain, évidemment Haaland, et c'était Schjelderup. Et lui, on va en parler. Les copains. Schjelderup, franchement, ou alors Schjelderup, je sais pas comment on le dit, mais en tout cas, moi, je l'appelle Schjelderup. Lui, on va en parler. On va en reparler, les copains, parce que c'est sacrément, mais alors sacrément, un gars qui a marqué la rencontre. Vraiment. Alors, Amine DZ, tu nous dis un match plutôt équilibré, ça aurait pu basculer dans les deux sens. Ouais, les deux ont eu leur moment. Maintenant, du côté anglais, il y avait Madueke qui revenait à la place de Saka pour le côté droit. Rice était quand même aligné, alors qu'on nous avait expliqué qu'il avait un virus pendant toute la préparation. Et on va pas se mentir, hein, je vais pas faire un gros suspense, les copains, il fait partie des flops. Hein. Notre ami Declan Rice, franchement, c'est ouais, bah ça se voit, il n'était pas du tout en état de pouvoir jouer, le copain. Vraiment, c'était pas vraiment pas du tout loin de ce qu'on a l'habitude de voir de Declan Rice, qui est un joueur plutôt en plus régulier, qui te fait des perfs plutôt. Ouais, c'est un gars sûr. Là, ce soir, d'ailleurs, il sort à la mi-temps. Pas de suspense, il sort à la mi-temps. Bellingham, toujours en soutien de Kane. Gordon, côté gauche, qui avait été plutôt bon pour son entrée déjà contre la RDC en 16e et pour le match contre le Mexique. C'est lui, pour moi, qui doit jouer sur ce côté gauche. Et puis, voilà, j'ai dit Rice avec Anderson. Stones, qui arrivait dans la défense centrale, et Konsa passait à droite et O'Reilly à gauche. Donc ça voulait dire quand même, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, qu'il était quand même pas content de ses arrière droits, parce que s'il a été obligé de changer sa charnière, c'est que mine de, ouais, on peut quand même se dire que il n'était pas ultra content de Spence, surtout parce que James est blessé, donc c'était un peu compliqué pour lui. Donc sur la compo, bon, il y a Madueke à la place de Saka, mais on a vu depuis le départ, ça se passe toujours comme ça. C'est un coup l'un, un coup l'autre. Bon, là, on est reparti sur Madueke. Et Madueke, je vais vous dire, franchement, j'ai pas du tout aimé son match. Et puis, je pense que Tourelle, il a encore moins aimé puisqu'il l'a viré à la mi-temps. Donc, il faut vous dire que il n'était pas très ambiancé par l'ami Noni Madueke, Tourelle. Et sur cette première mi-temps, en fait, il y a deux... c'est un peu l'illustration maintenant de ce qu'on a avec ces pauses fraîcheurs, c'est qu'en fait, on a deux parties bien distinctes de la première mi-temps. Là, c'est les stats juste de la première. Et sur la première partie, on a l'Angleterre qui domine. Pas dingue, hein. C'est pas dingue, hein, mais c'est plutôt... dire un peu plus proactif, ça a plus la balle, on voit bien sur l'ensemble de la mi-temps, l'Angleterre a eu plus la possession, mais je pense que pendant les 20 premières, c'est encore plus. Et en fait, on voit, oui, ok, une maîtrise du ballon anglaise, mais pas grand-chose en fait. Il se passe pas grand-chose. Il y a pas énorme sur les 20-25 premières minutes jusqu'à la fameuse pause fraîcheur. Franchement, les Anglais sont pas impressionnants. Ils ont la balle. On peut dire ils dominent un peu, mais ils sont pas dangereux. Et après cette fameuse pause fraîcheur, donc quand on dit que ça équilibre de plus en plus et ça change aussi les momentum et ça change les matchs, une partie de la physionomie des matchs, là c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est que après la pause fraîcheur, là les Norvégiens ils ont commencé à reprendre ils ont remis le pied sur le ballon, ils ont été beaucoup plus justes, on va dire, et un peu plus volontaires. Et sur la fin de première mi-temps, c'est plutôt logique de voir cette Norvège. C'est pas recollé au point parce que encore une fois le match ça se dessine pas comme ça, mais ils vont reprendre le pied sur la balle, et à force de reprendre le pied sur la balle, là je vous dis les copains, il va falloir qu'on en parle 2 minutes, hein. Mais c'est quoi ce but de dingo de Schjelderup? Alors je vous pose la question, hein. Est-ce que pour vous c'est volontaire?
Est-ce que pour vous, sa frappe, elle est, c'est volontaire, on va dire, d'aller chercher la lucarne. Moi, à première vue, vraiment, j'ai la sensation que cette équipe, sur sa frappe, il va chercher le deuxième poteau. Et il va chercher le deuxième poteau, notre ami Haaland, qui est à ce moment-là. Et je pense pas, en tout cas, moi, c'est ma sensation, je pense pas qu'il l'ait tenté véritablement de lober ou de prendre à défaut, comment il s'appelle, Pickford. Mais là, le résultat, il est sacrément diabolique parce que la frappe, les copains, elle est dingo. Franchement, elle est dingo, la frappe de Schjelderup. Et là, on est à la 36e. 36e. Et là, c'est coup de tonnerre. Parce que là, les Anglais qui semblaient être un peu mieux, qui semblaient dire un peu plus maîtriser la rencontre, il n'y avait pas réellement d'action véritablement forte anglaise, ils commencent à laisser un peu plus le ballon, les Norvégiens commencent à avoir un peu plus la balle, et à ce petit jeu-là, ouais, on se retrouve avec un Thomas Tuchel qui hurle et qui comprend pas parce que il se dit mais putain, on est en train de se faire pas avoir, mais si. La lecture du match, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Et à ce moment-là, je vais pas vous dire que c'est normal. C'est pas normal. Mais les Anglais ont pas été véritablement très, très audacieux et très volontaires. Ils sont contentés un peu d'avoir la balle dans le camp des Norvégiens. Tu fais pas grand-chose. Les autres se recadrent un peu. Pause fraîcheur. Ça joue mieux, ça joue plus haut. Et puis, là, à un moment donné, t'as cette frappe de Schjelderup. Et là, franchement, je vous dis vraiment, les gars, c'est pour ça que je voudrais avoir votre avis. Dites-moi sur le chat si pour vous, c'est volontaire ou pas. Mais vraiment, ce qu'il a envoyé comme frappe, si vous l'avez pas vu, hein, faites-vous plaisir. Hein. Ah, c'est régalade. Hein. C'est régalade totale. Et là où on aurait pu se dire, bon, ok, là, les Anglais, ils sont passés à côté de ce début de match en n'étant pas véritablement incisifs. Ils se prennent un but sur pas la première incursion, mais sur les premières incursions. Comment ils vont réagir? Et c'est là où cette équipe, ça fait 2 fois. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait le coup. Elle a un mental à réaction. Elle a un mental. Parce que revenir dans cette fin de première mi-temps où les Norvégiens commencent à emballer un petit peu la rencontre, ouvrent le score, et on doit être à la 44e, un truc comme ça, je vais vous retrouver ça, le moment du but, c'est la 45 plus 2. C'est 45 plus 2, et là, voilà, je me mouille dans cette affaire. Pour moi, s'il n'y a pas égalisation des Anglais à la mi-temps, je vous le dis, je pense que les Anglais, en tout cas sur ce qu'on a vu en première mi-temps, je pense que les Anglais s'en relèvent pas. Je pense que les Anglais s'en relèvent pas et que les Norvégiens prennent confiance. Donc les deux, je pense qu'il y a ça. Et c'est pas juste il a marqué un but, Bellingham. Vraiment, c'est pas juste il a marqué un but. C'est l'action. Et je suis le premier. Hein. J'étais le premier à trouver que Elliot Anderson, ouais, je vois pas véritablement les 150 bars, les machins. Là, sur ce qu'il fait, sur l'ouverture, on va dire le début de l'action qui amène ce but de Bellingham, franchement, c'est très bon, c'est très très bon, très très haut niveau. Et l'enchaînement de Bellingham, ça peut paraître simple, hein, parce que c'est pas non plus une frappe de 30 mètres, c'est pas il a dribblé 3 joueurs pour pouvoir se mettre sur son bon pied à allumer la pleine lucarne. Non. C'est juste ce qu'il faut, c'est le contrôle qu'il faut, c'est la touche de balle qu'il faut, c'est la frappe qu'il faut, à l'endroit où il faut. Et à ce moment précis du match, je vous le dis, moi je suis pas un fan absolu de Jude Bellingham, je reconnais son talent sans aucun problème, mais je fais pas partie des fans de Jude Bellingham. Là, pour moi, dans ce type de moment-là, marquer ce type de but-là, avec ce que ça comporte, oui, pour moi, là, il endosse le véritable le costume de sauveur, de taulier de l'équipe et de joueur référence. Là, vraiment. Et il l'avait déjà fait, hein. Parce que pour ceux qui avaient regardé le Angleterre-Mexique à 4 heures du mat lundi dernier,
dimanche dernier, il fait pareil. Hein. Il fait pareil. Il fait un énorme match et il sauve la sélection et il les met bien à des moments clés du match. Et là, ce soir, dans ce match-là, en tout cas à la 45+2, franchement, il relance complètement son équipe. Il renvoie les deux équipes à égalité à la mi-temps. Et je vous dis, la pause, elle n'est pas gérée de la même manière. Parce que si l'Angleterre est menée à la mi-temps, je pense qu'il y a grosse violente de Tourelle. Possible que les joueurs, alors je dis pas peut-être que ça les aurait recadrés, mais peut-être que ça les aurait aussi inhibés. Je sais pas. Là, je pense qu'il a dû être plus mesuré en se disant bon, ok, il a pas dû être hyper content, mais il a pas dû gueuler non plus de dingue. Et de l'autre côté norvégien, tu prends un coup. Tu prends un coup parce que forcément, quand tu prends le but à la 45+2, t'es tout proche de revenir à la mi-temps avec le score de 1-0. Et dans l'aspect mental, je suis désolé, hein, il y en a qui vont vouloir peut-être plus parler que de foot, mais il y a aussi du mental pour moi dans un match de foot. Vraiment, ce côté égalisé avant la mi-temps, ça fait très très mal à la tête. Surtout, alors je dis pas outsider total parce que on l'a bien vu, c'était deux équipes qui étaient proches. Mais il y avait aussi un peu un côté, la Norvège doit faire un gros match. Et vu la première mi-temps qu'ils font, je vous rappelle que le début de match, il n'est pas du tout à leur avantage. Ils arrivent à sortir la tête de l'eau après la pause fraîcheur. Ils marquent. Superbe but juste après. Tu prends le but à la 45+2. Non, je pense que tu t'accuses le coup. T'accuses le coup sérieusement. Donc, c'est pour moi là que se joue un peu une partie du match. Maintenant, après, il y a une deuxième mi-temps, il va y avoir des prolongues, il va y avoir plein de choses. Mais sur ce momentum de match, oui, ça fait très très mal à la Norvège. Parce que après, par la suite, on va avoir une deuxième mi-temps qui est vraiment intéressante. Hein. Bien sûr, il va y avoir des actions. Et sur cette deuxième mi-temps, je pense que les Norvégiens tentent le tout pour le tout. Vraiment. J'ai cette sensation-là, c'est qu'ils tentent le tout pour le tout, ils mettent toutes les forces dans la bataille et ils sont meilleurs. Pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps, franchement, c'est eux qui ont les plus grosses occasions et ça touche la barre. Il y a un but refusé pour une faute d'Haaland. Je l'aime d'amour, hein, Erling. Hein. Mais là, j'avoue que tu fais faute. Hein. Mon copain, tu pousses complètement, je crois que c'est Stones. Je sais pas qui est poussé, mais en tout cas, il le pousse violemment et il y a faute. Donc voilà, ça pousse en tout cas très très fort côté norvégien à ce moment-là. Ça touche la barre avec Pickford encore qui est complètement à la ramasse. On va parler 2 minutes, mais les gars, franchement, moi j'ai des grosses réserves sur cette Angleterre à cause de Pickford. Vraiment, je suis pas convaincu une demi-seconde. Vraiment. Mais alors pas une demi-seconde. Voilà. Et la Norvège, au final, ne marque pas. Et dans ce type de match, on le sait, les copains, on le sait comment ça se passe. Si tu ne marques pas pendant tes temps forts, c'est Elliot Anderson. Merci ami. Son futur coéquipier. Voilà. Je savais plus si c'était Stones ou Anderson. Merci. Et forcément, tu marques pas sur tes occasions à ce moment-là, bah oui. Moi, devant ma télé, je vous le dis, je regardais le match avec ma femme et ma fille. Modestement, pas la même culture foot que la mienne. Et elle me disait, allez, ils peuvent le faire en prolongue. Moi, j'avais la sensation que la Norvège avait laissé passer sa chance pendant cette deuxième période. Parce que voilà, l'Angleterre, t'as un banc aussi que n'a pas la Norvège. Quand on va regarder juste 2 secondes les remplaçants, les copains, bah ouais, c'est pas la même en fait. C'est pas du tout la même. Ah, j'ai pas les remplaçants. Ah si, je crois quand même que je dois avoir les remplaçants. Pas très joliment, mais je les ai quand même. Les copains, je les ai. Voilà. Quand on voit la tête des remplaçants, bah oui, c'est pas la même du tout. Parce que quand tu fais rentrer Ortnech à la place de Ryerson, et ça aussi, faut en parler, Ryerson, mine de rien, quand il sort, c'est un vrai coup dur. C'est un vrai coup dur pour cette Norvège. Parce que Ryerson, il t'apporte vraiment une qualité de centre. Première mi-temps, il fait un centre pour comment il s'appelle, pour Haaland, vraiment, qui lui dépose sur la tête.
Donc ça, c'est déjà un premier truc. Ortnech, c'est pas un mauvais joueur, hein, loin de là. Hein. Bon, il y a Oscar Bob. Là, par contre, pour le coup, c'est un vrai plus par rapport à Sorloth, parce que Sorloth, je comprends bien qu'il faut arriver à aller trouver une place à Sorloth, mais Sorloth, ailier droit, ça va pas, quoi. Ça va pas. Je comprends, il faut lui trouver une place, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc Oscar Bob qui est rentré à sa place, ok. Et Schjelderup qui sort à la place de Noussa, ça encore, à la limite, ça peut aller. Mais c'est les 3 derniers changements. Quand tu fais rentrer Pedersen à la place de Wolf, il n'y a pas de vraie plus-value. Quand tu fais rentrer Ostigard à la place d'Egen, alors là, je vous le dis directement, il y a 0 plus-value. Et Stranglarsen à la place de Haaland qui sortira à la deuxième mi-temps de la prolongue. Ah ouais, les gars, je vais pas vous dire que Stranglarsen, c'est meilleur que Haaland. Donc, sur tous les remplaçants, il y a moins. Et après, du côté anglais, bah, à la mi-temps, Rai se sort, il y a Eze qui rentre et Madueke qui sort, Saka qui rentre. Vous voyez bien déjà sur la qualité des joueurs, c'est pas la même. Gordon qui rentre, James qui rentre. Et James, quand il est à 100%, on va tous être d'accord, c'est un putain de joueur. C'est un plus. Jet Spence, alors ça va être pour moi, le vrai truc changeant, c'est que Jet Spence, là, il fait une vraie, très, très bonne entrée. Vraiment très, très bonne entrée. Il a été très, très impactant. Très, très bon. Et il lui met 7,8 sur SofaScore, mais je suis totalement d'accord. Très, très bon. Morgan Rogers aussi qui rentre en fin de match pour donner un peu plus de côté offensif et il va être intéressant sur la prolongue. Si je vous parle de tous les remplaçants, les gars, c'est juste pour vous montrer qu'il y a d'un côté plus de talent que l'autre et que dans cette deuxième mi-temps où c'était vraiment à couteau tiré, il y avait vraiment des 2 côtés la possibilité de pouvoir l'emporter, mais surtout du côté norvégien. Ouais, là le banc a fait la diff. Alors après, je vais répondre à ta question, hein, t'inquiète, Amine DZ pour le péno, je vais répondre, je finis juste la chrono, logique, du match. Après, quand on arrive dans cette prolongue, je vous dis, moi, ma sensation, c'est que là, la Norvège a laissé passer sa chance. Et c'est ce qui va se passer très vite. Et c'est très dur parce que c'est un gars qui a été très, très bon, qui a été sacrément bon pendant la compétition contre le Brésil. Il fait un match, mais de dingo. Il sort arrêt sur arrêt, sur arrêt, sur arrêt, sur arrêt. Et je vous le dis, les copains, c'est Nyland. C'est Nyland qui va plomber tout le monde, qui va plomber les Norvégiens. Donc, frappe de Rogers. Moi, j'appelle depuis le départ à avoir plus Rogers sur le terrain. Je comprends pas pourquoi il joue aussi peu. Mais bon, ça c'est un autre débat. On aura le temps d'en reparler quand on préparera la demi-finale. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il joue aussi peu. Je comprends pas pourquoi c'est... et on l'a vu, il est au 20 mètres, il est pas attaqué. Il arme une frappe plein axe, qui est pas si difficile que ça, mais qui est un peu vicieuse. Nyland, comme Lamens, si vous avez vu le but de Lamens, le but de Mikel Merino hier contre l'Espagne et la Belgique, c'est la même chose. Une frappe plein axe, c'est mal repoussé. Et derrière, t'as qui? C'est pas Harry Kane, c'est Jude. Et Jude, là, tu nous dis, Amine Dezen, il nous a fait une Zidane. Bah oui, à relâcher comme ça, oui, tu peux pas. Au haut niveau, et on le dit très souvent pour les gardiens de but. En fait, si tu n'es pas sûr de toi de pouvoir bien la bloquer, barre-la sur le côté. Ok, peut-être que tu seras pas super sûr, mais par contre, tu mets pas en danger ton équipe. À partir du moment où tu essaies de la bloquer, tu te rates et que la balle est relancée dans l'axe, c'est pareil, c'est ce que j'essayais d'expliquer à ma fille. C'est que là, à ce moment-là, tu as 8 à 9 chances sur 10, en tout cas, qui est danger. Pas forcément qu'il y ait but, mais que tu es danger, oui, parce que il y a du monde il y a de la densité normalement dans la surface, et qu'un ballon comme ça qui peut être repoussé, très vite, un de tes adversaires peut la mettre. Donc oui, c'est dommage, parce que Nyland, je le dis encore, il fait une Coupe du Monde vraiment de très très haut niveau, et même pendant la prolongue, à certains moments, il va encore ressauver l'Angleterre sur des frappes de Saka, et tout. Il est dur parce que là, sur le coup, c'est lui qui plombe. C'est lui qui plombe l'équipe. Et là, je vous le dis, quand il y a ça, je me dis, c'est terminé, la Norvège n'en reviendra plus. On voit Haaland qui a de plus en plus de mal à se mettre en évidence. Et puis Haaland, il va carrément sortir, les gars. Il va carrément sortir.
Donc, ouais, tu nous dis Amine DZ, Rogers et Maïnou sous-utilisés. Totalement d'accord. Maïnou, je comprends pas. Je comprends pas. Alors peut-être que je vois ça peut-être de trop loin et je sais pas le profil du joueur. Je comprends pas. Je comprends pas qu'il soit sous-utilisé comme ça. Et Rogers dans les 30 derniers mètres, et là on l'a bien vu, qualité de frappe, bah ouais, il est là quoi. Il est il est pas à moitié là en fait. Donc bon, pour moi c'est un plus. Pour moi c'est un plus ce joueur et je pense qu'il pourrait voilà mériter beaucoup plus de temps de jeu. Maintenant c'est ma voilà. Maintenant la Norvège est piégée par la VAR et l'arbitre ils ont gagné le match. Bah, pourquoi? Parce que la Norvège il y a faute de Haaland hein. Il y a faute de Haaland sur le comment? Sur le but refusé, mon copain. Il n'y a pas. Et puis, on va en parler 2 minutes, mais Jet Spence, il peut obtenir un penalty. Et pour te répondre à une des aides, moi, je vous le dis, à vitesse réelle, je siffle le péno. Et en revoyant, pour moi, il y a contact. Il le joue bien. Alors, par contre, ça, je veux bien entendre. Mais moi, j'aurais sifflé péno. Maintenant, les deux trucs s'entendent. Hein. Les deux trucs s'entendent. Mais par contre, là, ce soir, Imselb, moi, franchement, j'irai pas. Non, non, j'irai pas sur la Norvège est piégée par la VAR. Non. Dis-moi les autres cas. Dis-moi les autres cas de figure. Mais on en a eu deux grands. C'est le penalty qui a été déjugé et qui a été enlevé. Et de l'autre, on a le but refusé. Et le but refusé, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup Haaland, mais pour moi, il y a faute d'Haaland. Donc non. Non, pour moi, je vois pas. Donc, dis-moi, hein. Mais là, clairement, mon copain, je vois pas. Je vais poser la question, les copains, parce que forcément, on en attend énormément, toujours. On en pense quoi du match de Erling Haaland? Est-ce qu'on est un peu sur notre faim ou on comprend parce qu'il a été bien pris, parce que Gueye a fait un très très bon match? Est-ce qu'on pense qu'il aurait pu, enfin qu'il aurait dû faire mieux? Dû faire mieux, je sais pas. Pu faire mieux, oui. Maintenant, il y a une donnée qu'on n'a pas, c'est l'état physique. Je sais pas dans quel état notre ami Cyborg il est en ce moment. Mais je trouve parce que on a noté les joueurs. Pas le visuel comme ça, c'est pas très joli, mais c'est pas grave les copains, ça va quand même le faire. Je pense que vous allez comprendre. La prochaine fois, ça sera beaucoup mieux fait. Ça sera beaucoup plus joli. Mais sur les notes, moi, je lui mets 6 à Haaland. Je lui mets 6 parce qu'il a été un danger constant. Il a réussi par son jeu de tête à obtenir des situations dangereuses. Maintenant, oui, il n'a pas vraiment d'occasion nette de se mettre en valeur. Il y en a une que Sorloth vendange à 1-0 en première mi-temps. Je pige pas. Mais pour moi, il fait un match un peu à l'image d'Harry Kane. C'est-à-dire, il n'est pas servi, il n'a pas vraiment de ballon. C'est difficile. C'est difficile d'arriver à le mettre, à le mettre au-dessus. Et dans les hommes du match, bah ouais, Schelderup, moi je vous le dis, j'ai beaucoup aimé son match parce que au-delà du but, il a proposé, il a amené. Et comme nous le dit depuis tout à l'heure Amine Dezen, bah ouais, son but, il est magnifique. Franchement, je suis obligé de lui mettre 7. Comme un Gueye, j'ai trouvé Gueye très très bon. Très très bon dans le duel, dans le contact. Il s'est pas fait impressionner par Haaland et pourtant Dieu sait que c'est compliqué. Bien aimé aussi Elliot Anderson. Comme je l'ai dit, j'ai aimé son match dans l'ensemble. Je trouve de la personnalité et je le trouve de mieux en mieux au fur et à mesure de la compète. Maintenant qu'il est installé à ce poste-là. Ryerson aussi. Maintenant, malheureusement, ça a duré un peu plus d'une mi-temps, mais vraiment, sa qualité de pied, sa qualité de centre et ce qu'il pouvait apporter, franchement, un joueur très, très intéressant et très bon. Par contre, ouais, dans les flops, bah ouais, on va avoir Madueke, on va avoir Rice et puis on va avoir Pickford parce que là, moi, je vous dis, les copains, il va falloir qu'on en parle 2 minutes, mais pour moi, hein, vraiment, c'est le point faible. C'est le point faible de cette équipe.
C'est le point faible de cette équipe. Il est pas rassurant une demi-seconde. Vraiment. Il gueule. Hein. Il gueule. Il met de la voix, il met de la vie. Il y a aucun problème là-dessus. Mais alors, putain, mais qu'est-ce qu'il est pas bon. Il est pas rassurant. Il est pas rassurant. Et même, on le voit bien, la défense, il y a certains moments, un vrai défenseur, il écoute son gardien. Et là, t'as la sensation que non, t'as compris que Jordan, c'est pas sur lui qu'il faut aller, qu'il faut se mettre. Ah non, franchement, c'est trop faible. C'est trop faible. Pour moi, je suis désolé, mais ce gardien-là, moi, j'y arrive pas. Je peux expliquer ce qu'on veut. Il est peut-être bon sur sa ligne, sur les réflexes. Ok, je veux bien entendre, mais pour moi, c'est trop faible. C'est vraiment en dessous de ce que même nous a mis Unai Simon et comment Mike Maignan ou de l'autre côté Kobel et Martinez. Franchement, c'est lui le point faible. Ah vraiment, je vous le dis, pour moi, il n'est pas top 10 gardien monde en Pickford. Non, faut arrêter. Vraiment, je ne lui trouve rien, mais alors rien du tout. Et dans cette équipe, ok, hein, vous pourrez peut-être me dire que la défense, c'est pas dingo, peut-être. Oui, je peux entendre. Mais même la défense pas dingo, vraiment, hein, c'est incarné par lui, en fait. C'est incarné par le bonhomme. Donc pour moi, non. Je vous le dis, Pickford, ça va être le point faible. Peut-être que le prochain match, il me fera mentir. Hein. Mais pour moi, vraiment pas. J'y crois pas du tout. Et pour avoir un bon gardien, il faut quand même, pour moi, avoir un bon gardien quand tu veux aller au bout. Quand tu veux aller au bout, c'est pas possible si t'as pas un bon gardien. Et ça, l'Angleterre l'a pas. Maintenant, l'Angleterre a des individualités, et il va falloir en discuter, hein. Mais, Bellingham qui marque encore, Kane qui est quand même déjà à 6 buts. Bon, on va avoir le temps de se la poser, cette question. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette Angleterre 2026? Moi, je vous le dis, ça a plus de mental peut-être que de qualité de jeu. Mais attention, hein, des champions du monde au mental, on n'en a plus en avoir. Et en termes de jeu, on n'est pas non plus sur une équipe minimaliste. Hein. On n'est pas sur les catcheurs paraguayens. Hein. Mais c'est peut-être là, le jeu sur le jeu. Non, ils sont pas dingos. Maintenant, dans quelques minutes, on va avoir Suisse, Argentine sur le jeu. C'est pas pire, hein. C'est pas pire. Hein. On est sur les deux mêmes choses, hein, qui sont proposées, et par la Suisse et par l'Argentine. Donc l'Angleterre 2026, je sais pas ce qu'elle vaut réellement. Par contre, je sais pertinemment, là maintenant, j'ai bien l'assurance qu'elle a un mental. Et avec un mental, je vous le dis, une équipe, une sélection, elle peut aller jusqu'au bout, même si c'est pas la plus talentueuse. Donc il va falloir vraiment se poser tranquillement sur cette équipe et regarder ce qu'elle est en capacité de faire jusqu'à la fin. Maintenant, voilà, c'est une réalité. Cette équipe, elle se retrouve en demi-finale. Peut-être, elle peut se retrouver face à la Suisse, hein, pour une place en finale de Coupe du Monde. Hein. C'est pas interdit. Hein. Et je vous le redis, ceux qui étaient là en preview tout à l'heure, notre ami Scaloni, il a décidé de nous raligner son milieu de terrain de l'enfer avec son double pivot. Je vous le dis, attention, amis suisses, si vous regardez ce live, ou si vous allez sûrement vous mettre devant votre match, je vous le dis, c'est pas interdit que ça passe. Hein. C'est pas interdit. Mais en tout cas, quand je dis ça, c'est que cette équipe-là, anglaise, elle se retrouve en demi-finale. Et en demi-finale, face à l'Argentine ou face à la Suisse, je vous le dis, elle sera pas donnée perdante. Je dis pas qu'elle sera favorite, mais pour moi, ça sera du 50-50. Et si c'est la Suisse, je vous le dis, factuellement, elle sera favorite. Donc là, voilà, fallait se sortir du piège norvégien. C'est après 120 minutes. Donc ça, c'est un peu un problème quand même. Faut pas le nier. Bon, pour la note du match, moi, je vous le dis, les copains, j'ai vraiment bien aimé quand même. Moi, je mets un 7 parce qu'on a eu des retournements de situation, du suspense, de la qualité technique. C'était pas un sommet du jeu non plus, je vais pas vous mentir, mais pour toute personne qui suit le football un peu de loin, je pense que c'était très agréable à suivre. Pour ceux qui aiment le football comme nous, les copains,
Je pense que c'était agréable à suivre. Et même si c'était à 23h et que ça s'est terminé à un peu 2h du mat, franchement, ça valait le coup. Donc moi, je pars sur un 7. Autre petite info, c'est quand même Bellingham. Ça aussi, on va en reparler dans les prochains jours. Mais Bellingham qui est quand même à 6 buts comme Harry Kane, avec 2,53 de XG et 6 buts inscrits. Quand même les copains. C'est pas à mésestimer. On va en reparler je le redis, mais quand même, c'est pas rien ce qui s'est passé ce soir. Et rajouter 2 buts dans cette Coupe du Monde, quand t'es pas numéro 9, ou en tout cas joueur vraiment offensif, certes, il est aligné haut sur le terrain, mais c'est quand même fort. C'est quand même très très fort ce que nous fait Jude Bellingham. Et je vous le dis, son premier but, c'est pas le plus beau, mais Dieu qu'il est important. Vraiment qu'il est important ce but. Il les laisse dedans. Et franchement, bravo à toi. Bravo à toi, Jude, parce que, je le redis, je refais mon mea culpa, j'aimais pas forcément ton premier tour. Et force est de constater que le match déjà des 16e, c'est moyen encore, c'est toujours pas bien. Mais le match du Mexique, t'es l'homme du match. Et là, ce soir encore, t'es l'homme du match. 8e de finale, quart de finale, match coup près. Bravo, monsieur Bellingham. Bravo. Toi, t'aurais aimé 2-3. Écoute, moi, j'aurais aimé que les Norvégiens continuent. J'aurais aimé fortement que les Norvégiens continuent. Malheureusement, l'Angleterre et son banc, on n'en parle pas assez, mais je pense que le banc de l'Angleterre peut vraiment aider. Ça, franchement, c'est pas rien d'avoir des gars qui peuvent rentrer soit à la mi-temps, si ça colle pas, ça matche pas, ou en cours de match, de la qualité des Saka, des James. Ouais, c'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. Donc, bravo aux Anglais, mais bravo surtout à Bellingham. Voilà les copains. Bon, on va commencer le petit match de l'Argentine. Vu que j'ai pris un petit peu de retard, on va pas commencer le live commenté directement. On va commencer par la deuxième mi-temps. Je ferai le live commenté à partir de la deuxième mi-temps en espérant qu'on ait encore du suspense, c'est pas un match plié. Mais vu les compos que nous ont prévus nos deux amis Yakin et Scaloni, je pense qu'on peut avoir du suspense à la mi-temps et un bon vieux 0-0 des familles. Voilà les copains. Donc merci à tous d'avoir suivi. Merci à Amine, merci à Imselb, je sais pas, d'avoir participé. C'était un petit débrief. Eh oui, on est pris un peu par le temps parce que là, il y a des matchs qui s'enchaînent. Mais on va revenir sur l'Angleterre. Et puis pareil aussi sur la Norvège, on va y revenir dans les prochains jours, faire des vrais bilans un peu plus. Et là, maintenant que on arrive dans la fin de la compétition, c'est beaucoup plus simple. Donc merci à tous d'avoir suivi. Le live dispo en replay dans quelques minutes. Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Si vous avez découvert la vidéo, abonnez-vous comme d'habitude. On est dispo en podcast, donc ça va être dispo dans quelques minutes. Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. Et puis si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré deux matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps il va sauter. Mais je fais un con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil de Zabardi. La compil a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends,
Il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est notre championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, bah là ça y est, maintenant, on a vécu ça tout à l'heure en live sur la chaîne. Là maintenant, on va pouvoir se poser tranquillement pour faire un petit débrief, voir un peu ce qui s'est passé pendant ce match de la nuit. Et il s'est passé des trucs, mais je tiens à vous le dire directement, si vous n'avez pas vu le match et que vous écoutez ce débrief, on s'est pas régalé pendant 120 minutes. Vraiment, je vous jure, on s'est pas régalé pendant 120 minutes. Mais il y a des choses à dire. Pendant ce match. Donc, comme d'habitude, les copains, on y va. Vous y allez. Pour ceux qui ont vu le match ou ceux qui n'ont pas vu le match, qui ont des questions, allez-y. On y va, je suis là pour ça. Comme je le dis à chaque fois, c'est toujours plus sympa si vous participez au chat, au live et au débat. Ça me permet de pouvoir peut-être rebondir et voir des axes que j'ai pas vus. Et puis voilà, maintenant si vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas, moi je le ferai quand même avec plaisir, comme je dis d'habitude. Autre truc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous arrivez, qu'est-ce que c'est que ça? Allez-y, faites confiance un petit peu au style de la vidéo, mais surtout, allez-y, envoyez des pouces, abonnez-vous, allez-y, on a besoin de ça pour faire grandir la chaîne, c'est important pour nous et c'est important pour la visibilité et la force. Pour se dire que bah voilà, ça vaut le coup de venir faire des débats avec vous à 6h du mat pour parler d'un Argentine-Suisse. Voilà les copains. Bon, maintenant que j'ai planté ça, on peut y aller. On peut rentrer, comme je dis, dans le vif du sujet. Et le vif du sujet à cette heure-ci, bah, c'est Julián Álvarez. Ah putain, on l'a pas vu pendant toute la compétition. Franchement, que ça soit en sortie de banc ou en titulaire, franchement, c'était pas dingue. Et puis là, il a allumé la lumière. Il a allumé la lumière et il a surtout sauvé l'Argentine d'un très sale pas. Parce qu'on était vraiment parti pour une partie, pour un match. On était parti pour une partie. On était parti pour un match vraiment bourbier pour les Argentins, dans lequel il s'était mis tout seul, vraiment tout seul. Mais oui, ça s'en sort bien. Ça s'en sort très très bien. Et heureusement qu'il arrive, Julián Álvarez, parce que sinon, je vous le dis, les copains, pas sûr que là, on serait en train de parler d'une pas possible, mais d'une demi-finale prochaine entre l'Argentine et l'Angleterre. Vraiment, c'était pas gagné quand on a regardé le match, les copains, je vous le dis, c'était pas sûr. Bon, on va faire comme d'habitude, pour ceux qui sont sur la chaîne. On commence par les compos. Voilà, tranquillou. Donc les compos, ça nous a donné quoi? J'ai même pas envie de vous montrer ça. Bah, ça nous a montré le 4-4-2 de l'enfer. Ça nous a montré le 4-4-2 avec aucune prise de risque, avec toujours les gars sûrs, hein, les gars, comment dire, les gars avec les cojones, voilà, qui sont bien présents. Donc le fameux double pivot. Alors, ils sont pas alignés en double pivot, mais vous m'avez compris, c'est ça. Parce que sinon, si on se dit que Rodrigo De Paul, c'est un milieu droit et qu'Alexis McAllister, c'est un milieu gauche, là, c'est plutôt flippant, encore plus pour les capacités de notre ami Scaloni. Donc, moi, je vais pas me répéter, hein. Je l'ai dit pendant le live, je l'ai dit en preview, là, je vous le redis. Ce 4-4-2, il ne marche pas.
Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, on s'endort, c'est nul. Le jeu offensif, je vais pas être vulgaire, mais vous m'avez compris. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut arrêter de chercher midi à 14h avec cette Argentine-là et organiser de cette manière-là. Je vous le dis, c'est pas bon, en fait. Donc, on peut retourner sous tous les angles, hein. On peut se dire que peut-être il faudrait que De Paul soit à côté. Non, il y a personne qui prend la profondeur dans cette équipe. Il y a personne. Et Julián Alvarez, très bien, on va en parler en bien dans ce débat, mais je vous le dis, pendant les 3 quarts de la rencontre, Julián Alvarez, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Et la formule à côté de Messi, je suis désolé, je vois pas la différence par rapport à un Lautaro Martinez qui rentre et alors, en titulaire, il n'était pas dingue, mais en tant que remplaçant, il apporte quelque chose. Maintenant, Alvarez, voilà, il va falloir qu'on en parle tout à l'heure parce que c'est lui qui a sauvé un peu la patrie, mais sur le papier, je vous le dis, ce 4-4-2 ou ce 4-1-3-2, je sais même pas comment l'appeler, mais franchement, ça ne fonctionne pas. Et il n'y a pas besoin de voir tous les matchs de l'Argentine pour voir que ça fonctionne pas. Dès que tu arrives avec une équipe qui te met une vraie opposition, donc pas ce qu'ils ont eu pendant le premier tour. Désolé, amis algériens, si vous voyez cette vidéo, mais dès que tu commences à mettre un niveau au-dessus, et les Suisses, c'est un niveau au-dessus, c'est un niveau au-dessus de l'Autriche et c'est un niveau au-dessus de la Jordanie, toutes les équipes qui ont mis cette intensité-là et qui ont mis ce plan en face de Scaloni, ça nous a donné toujours la même chose, en fait. Ça nous a donné l'Argentine qui galère et qui n'y arrive pas, en fait. Donc, moi, je veux bien continuer de laisser la chance à Scaloni et tout ça. Moi, je l'ai dans le pif, mais ça, c'est un truc perso pour lequel on s'arrêtera un peu plus tard. Mais vraiment, le 4-4-2, il est pas bon. Et de l'autre côté, si on regarde côté suisse, je vais pas vous mentir, mais quand je vois le 4-2-3-1 organisé par Murat Yakin, mais que je vois que c'est Djibril Sow à la place de Ruben Vargas, bon, j'ai compris qu'en fait, Djibril Sow, il n'a pas les mêmes facultés de percussion qu'un Ruben Vargas. Donc, tout simplement, on va avoir une équipe suisse bien travailleuse, bien active à la récupération, mais c'est pareil. En termes d'audace, en termes de joueurs offensifs, on est avec Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Reider, Djibril Sow, et il te reste, parce que pour moi, ces gars-là, c'est pas des gars qui peuvent te faire même la dernière passe, hein. Xhaka, il est trop loin sur le terrain. Reider, ok, il a une vraie activité, mais bon, c'est pas un joueur offensif à mes yeux, même s'il a un bon pied gauche. Djibril Sow, c'est pareil. Et Freuler, voilà, c'est la pointe vraiment basse de ce milieu-là. Donc, il te reste que Ndoye et Mbolo pour véritablement essayer de profiter peut-être des phases de transition, parce que évidemment, les Argentins vont vouloir avoir la balle. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Alors, les Argentins ont eu. Mais alors, ce qui a été le vrai problème pour moi dans ce match, je vous le dis très clairement, en fait, alors que normalement, ça aurait dû être une bonne chose, hein. Mais alors, le but de McAllister au bout de 9 minutes, alors là, je vous le dis, mais c'est balle dans la tête pour le match. Là, le match, on lui a fait, tiens, bam, voilà, hop, le match, il est flingué. Parce que clairement, à partir de ce moment-là, les Argentins, je sais pas si c'était le plan. Vraiment, je sais pas si c'était le plan, mais à partir du moment où ils ont marqué avec cette équipe-là, hein, sur la pelouse, à la 9e minute, quand ils ont marqué, ils se sont dit, vraiment, hein, premier degré, ils se sont dit, en fait, on va tenir le match on va tenir cet avantage-là. On va tenir cet avantage-là à la 10e. Je répète, hein, à la 10e, tu te dis que pendant 80 minutes, tu vas tenir. C'est complètement stupide. C'est complètement stupide. Alors, est-ce que c'est vraiment le coach qui a fait passer ce message-là, ou est-ce que c'est les joueurs qui se sont dit, bon, voilà, on vient d'ouvrir le score, c'est bon, ça suffit. Le problème, c'est que les gars, en fait, l'Argentine, elle a pas de marge, en fait. L'Argentine, elle a pas de marge. Donc, peut-être il y a 4 ans, ils pouvaient se dire, on se réfère à notre défense qui était plus solide, même s'il y avait Otamendi dedans, mais
qui était peut-être plus solide et qui renvoyait plus de gages de sécurité, ok, moi je veux bien entendre ça. Mais par contre, voir cette équipe-là tenir un avantage d'un seul but, contre la Suisse, même une Suisse qui était pas très entreprenante et qui était pas très audacieuse, bah, je vous le dis, évidemment, au bout d'un moment, les Suisses, ils ont fini par revenir dans le match. Hein. Donc, ok, ça a pris du temps. Hein. Je dis pas, ça a pris du temps. L'Argentine a continué d'essayer d'avoir la maîtrise, mais si vous regardez bien le momentum, les copains, c'est très clair, en fait. L'Argentine, en fait, elle a fait n'importe quoi. Elle a laissé la balle aux Suisses. Au début, les Suisses étaient un peu mal à l'aise dans cette configuration-là parce que, on le sait, ils sont plus à l'aise pour procéder en contre et te piquer. Mais par contre, à l'arrivée, l'Argentine, c'est pas possible que en début de deuxième mi-temps, en fait, il y a rien d'autre. Il y a même pas de changement. Il n'y a pas de on va dire de changement tactique ou même de vision. Il y a pas on sent pas une équipe qui revient et qui se dit bon, ok, on va attaquer fort pendant le premier quart d'heure, histoire de marquer le deuxième. Et là, à la limite, hein, vraiment, c'est pas ma philosophie, mais je peux comprendre que l'équipe se dise bon, bah, on va défendre nos 2 buts d'avance. Là, on est dans une configuration qu'on maîtrise vraiment. Allez, tu vas perdre du temps, ou en gagner, c'est selon, mais tu peux arriver à imposer ton rythme à ce moment-là. Mais en fait, l'Argentine, pour moi, les copains, je vous le dis, elle n'est pas en capacité de pouvoir hausser son rythme. Elle n'est pas en capacité. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de la compète. Hein. C'est pas là ce qu'on a vu que ce soir. Hein. C'est ce qu'on voit depuis le début de la compète. Contre des équipes qui imposent un défi physique. Donc après, j'ai envie de vous dire que c'est à la portée de n'importe qui, le défi physique. Hein. C'est juste, je vais pas être basique à vous dire que c'est juste courir et faire les efforts, mais on en est quasiment là. Bien sûr, il faut de la maîtrise tactique pour pouvoir aussi être bien positionné et tout ça. Mais en fait, une équipe juste qui physiquement est au top, tactiquement arrive à s'en sortir, sans être non plus le Milan de Saki ou le Barça de Cruyff. Mais une équipe juste qui tactiquement arrive à s'y retrouver, qui physiquement est au top, rien que ça, et on l'a vu, hein, c'est globalement ça hein, qu'on fait et le Cap-Vert, et l'Égypte, et là ce soir la Suisse. Mettre de l'impact, être présent on va dire dans l'intensité, parce que le but qui arrive côté argentin, les copains, c'est un corner. Hein. Donc après, vous allez me dire, oui, ok, ils ont eu une corner parce qu'ils ont eu une occasion. Ouais, d'accord. Okay. En fait, c'est sur un coup de pied arrêté, sur un corner que t'ouvres, et t'ouvres le score, et derrière, il n'y a plus rien. Parce que sans déconner, les gars, dites-moi, hein, si ceux qui ont vu le match, dites-moi si je raconte n'importe quoi, mais quand on voit ce qu'a proposé l'Argentine à partir du moment où ils ont mené, les gars, je vais pas utiliser des mots genre scandale ou machin, mais c'est pas bon. C'est pas bon, les gars. C'est même pas une question d'être digne d'un champion du monde ou tout ça. C'est juste pas en accord avec les ambitions de l'Argentine. L'Argentine, elle veut être championne du monde une deuxième fois. Et avec ça, avec ce plan de jeu-là, avec cette mentalité-là, avec ce rendement-là, cette tactique-là, ce coach-là, ouais, franchement, on peut me la faire comme on veut, hein, les copains. Mais moi, je vous dis, je suis pas convaincu du tout. Vraiment, je suis pas convaincu depuis les 16e. Je vais pas faire le malin à dire que dès la phase de poule, je l'ai vu. Je me suis fait embarquer par cette phase de poule en me disant, ah, quand même, Messi, mais au final, ça joue pas si mal. Mais je me suis fait tromper. Franchement, si vous voyez les 3 matchs de phase de poule et vous voyez les 3 matchs à élimination directe, putain, c'est plus la même équipe. Hein. C'est plus la même équipe. Et là, forcément, on va être obligé d'en parler à un moment. Mais face à l'Angleterre, les copains. Alors ok, hein, moi je veux bien l'Angleterre, c'est pas extraordinaire, c'est pas foufou. Ok, il y a des manques. Et contre la Norvège,
Ça a failli passer ric-rac. Mais il y a plus de jeux. Hein. À mes yeux, les copains, que ça soit contre le Mexique, l'Angleterre, ou que ça soit là ce soir contre la Suisse, je suis désolé, il y a plus de jeux. L'Argentine ne s'en remet qu'à des exploits perso. Et même ce soir. Parce que là, on est en train de parler il y a encore 1-0, mais ce soir, c'est sauvé par un but dans le temps, non, pas dans le temps additionnel de la prolongation, mais en deuxième mi-temps de prolongation, il reste moins de 10 minutes. Hein. Donc c'est comme ça que ça s'en sort ce soir, l'Argentine. Si on est très brut, allez pas me regarder juste le score et me dire, ouais, bah, au final, ça fait 3. Hein. Ouais, très bien, ça peut être cool pour les résultatistes, c'est cool pour eux. Hein. Mais ici, on essaye un tout petit peu d'élever le débat et on essaye un petit peu d'avoir des ambitions dans le jeu pour certaines équipes, pour certaines. Et là, c'est le cas. T'es champion du monde, double champion d'Amérique du Sud en titre. Tu proposes ça. Tu proposes 7 compos. Je vous remontre, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu, mais je vous remonte la compo de l'enfer. Pour moi, c'est une compo de l'enfer. C'est horrible. On ne peut pas proposer ça en 2026. On ne peut pas proposer Paredes, Enzo, Rodrigo De Paul et Alexis McAllister. C'est pas possible. Je suis désolé. Et j'ai pas mes diplômes d'entraîneur. Mais c'est évident que tu vas galérer. Et surtout, mais tu ne changes rien. Parce que là, en fait, les copains, hein, qu'on soit très très clair. Là, je vous montre ça depuis tout à l'heure. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est resté super longtemps ce schéma-là. C'est resté plus de 75 minutes. Il a mis 75 minutes, le gamin. Enfin, non, c'est pas un gamin, il est plus vieux quoi. Il a mis 75 minutes, Scaloni, pour se dire, en fait, ça ne marche plus. Et vous savez quoi? Vous savez à quel moment, en fait, il fait les changements? Mais il fait les changements quand il y a le but, en fait. Parce que le but de Endoy, il arrive quand? Il arrive à la 67e, les gars. 67e. Il a attendu, donc, justement, que l'Argentine se retrouve dans une situation à un partout. Et puis, on fait les changements. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais les Argentins, supporters argentins, les gars, vous allez continuer de laisser ça encore combien de temps, en fait? On va se taper ces purges-là jusqu'à quand, en fait? Parce que là, vraiment, premier degré, hein. Mais c'est pas possible de continuer de voir ça. C'est pas possible de continuer de voir une bouillie pareille. Parce qu'en plus, comme je l'ai dit, hein, les Suisses, sans être extraordinaires, oui, en fait, tu leur laisses le ballon, au final, ils sont pas plus mauvais pas plus mauvais que d'autres, hein. Pas plus mauvais que l'Égypte ou pas plus mauvais que le Cap-Vert. Tu leur laisses des opportunités, tu leur laisses des spots, t'inquiète pas, hein, ils ont fini par égaliser, hein. Et assez logiquement, en fait. Assez logiquement, ça commençait à pousser. Martinez commençait à faire de plus en plus d'arrêts et on commençait de plus en plus à le voir. Alors que première mi-temps, voilà, il n'est pas réellement mis en danger. Mais là, on commence vraiment à le mettre, à le solliciter plus. Et puis, assez logiquement, à un moment donné, percée de Endoy, très bon match d'Endoy. Très bon match d'Endoy. Un peu trop esselé, je trouve. Mais très bon match d'Endoy. Et puis, Endoy, il arrive à aller planter son égalisation. Et à ce moment-là, je vous le dis, hein, j'ai beau avoir mon maillot de l'Argentine, j'en ai rien à faire. Franchement, ça me dérange pas. Mais honnêtement, ultra mérité. Et c'est ultra mérité. Vraiment. L'Argentine, à ce moment-là, ne propose plus rien, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux? Oui, en fait, c'est l'histoire du foot. Hein. Et t'as beau jouer contre une équipe qui, sur le papier, le fameux papier, est moins forte. Oui, non, le résultat, c'est le même, en fait. Le résultat, c'est le même. Tu te retrouves quoi? Tu te retrouves dans une situation à un partout, et comme contre l'Égypte, comme contre la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert. Alors, pas dans les mêmes choses, parce que le Cap-Vert, là, on était vraiment dans la même situation. L'Égypte, l'Argentine a dû courir après le score pendant tout le match. Mais n'empêche que ça rappelle une même chose. C'est-à-dire une équipe qui maîtrise pas, qui semble maîtriser à un endroit, mais qui maîtrise pas, en fait. Parce que je vous le dis, commencer à jouer le 1-0 à la 10e minute de jeu, putain, tu peux pas faire ça quand tu as dans ton équipe, je vous remontre l'équipe de départ, tu peux pas partir à 10 minutes de jeu
on va garder le 1-0 avec Romero, Martinez, Tagliafico, Molina, et puis ton fameux double pivot de l'enfer. Non, 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 non. Et c'est logique, hein. Et c'est logique. Alors, je vous dis, moi, quand j'ai vu l'égalisation suisse, pour moi, mais il y avait, mais vraiment, hein, c'est bien fait, les gars. Franchement, vous foutez non, bah bien fait en fait. Ah, vous êtes en train un peu, je vais pas aller lancer des gros trucs du genre vous insultez le jeu, mais on n'en était pas loin. On n'était pas loin de ça. On n'était pas loin de ça. Donc bah oui, forcément, tu commences à mal jouer, bah tu fais pas les remplacements qu'il faut, bah oui, cette équipe suisse, elle est revenue et assez logiquement en fait. Donc bravo à eux. Maintenant, si vous voyez la feuille de match maintenant comme ça et que vous n'avez pas on va dire les images sous les yeux, oui, forcément, il y a un épisode qui va véritablement, moi je vous pose même la question, hein, ceux qui ont vu le match, est-ce que l'arbitre a fait basculer le match? Parce que là, très clairement, dans cette rencontre, le momentum, je viens de vous le dire, il est pour les Suisses. Les Suisses, ils viennent d'égaliser, ils sont chauds bouillants, et on sent l'Argentine qui a toujours pas fait les remplacements, qui a toujours pas fait de changement. Hein. Donc Scaloni, il attend encore d'avoir une illumination divine qui finit par lui dire mon copain, ça serait peut-être bien en fait de changer quelque chose parce que ça marche pas. Et là, en plus, mon copain, il y a égalisation. Mais non, pas de problème. Il continue de rester solide sur ses appuis, Scaloni, pas de changement, rien du tout. Et puis bah là, il va véritablement se passer. Pour moi, le tournant du match, il est à ce moment-là, à ce moment bien précis. On a un contact entre, un premier contact entre Embolo et Paredes, puis un deuxième. Et là, le deuxième, en fait, à vitesse réelle, on a l'impression qu'il y a faute de Paredes sur Brel Embolo. Donc, quand on voit ça, on connaît je pense que c'est un délit de sale gueule, hein. Mais il y a un délit de sale gueule qui est fait pour Paredes. Et Paredes, à ce moment-là, on lui met le carton jaune. Mais en fait, il va être interpellé par la VAR. Parce qu'en fait, tout simplement, Embolo, c'est même pas qu'il en rajoute. C'est qu'il simule. Il simule avoir été touché limite par derrière par Paredes. Paredes, je viens de vous le dire, vient de prendre le carton jaune. La VAR appelle l'arbitre. L'arbitre est amené à aller regarder l'image et je vais pas faire le malin, hein. Mais en direct, Omar et Benjamin da Silva n'ont pas compris pourquoi on appelait à ce moment-là à Embolo. Moi, j'avais pigé direct. C'est qu'Embolo, il avait déjà pris un carton jaune et que là, si on applique bêtement, mais strictement, mais réellement le règlement, bah les copains quoi. Embolo, il vient de faire une simulation puisqu'il n'est pas touché du tout. Quand on revoit les images et quand l'arbitre a été appelé par la VAR, c'est ce qu'il voit. Il n'est pas du tout touché par Paredes, donc le carton n'a pas lieu d'être. Mais si on va jusqu'au bout du règlement, simulation de la part d'Embolo et simulation pour ce genre de choses, c'est carton jaune. Embolo a déjà un jaune, vous avez compris. Alors, c'est toujours pareil. On pourra dire, pour tous les détracteurs ou même les complotistes, ça arrive toujours pour l'Argentine. Je peux entendre. Maintenant, factuellement, ce qui s'est passé, on a parlé du match contre l'Égypte, factuellement, le but refusé on revient au début de l'action, factuellement, il y avait faute. Là, factuellement, Embolo fait une simulation car il n'est pas touché en faisant avertir son adversaire. Après vérification, c'est normal qu'il prenne un jaune. Donc, deux jaunes, je vous le dis, vous savez très bien, ça fait un rouge. Et à ce moment-là, le rouge, il est très dur. Parce qu'Embolo, je suis pas sûr vraiment qu'en fait, il veuille simuler. Je pense que
Enfin, c'est ma vision. Et je pense qu'il anticipe un peu le coup de Paredes. Parce qu'encore une fois, on parle de Leandro Paredes. Hein. On ne parle pas du joueur le plus fair-play qui existe. Hein. Et si vous avez regardé le match, vous avez pu voir à 2-3 moments que Paredes, c'est pas un poète. Hein. C'est clairement pas un poète. Mais là, je pense qu'il a peur du coup de Paredes, donc il anticipe à tomber, sauf que factuellement, il n'est pas touché. Donc s'il n'est pas touché, les gars, oui, c'est simulation. Donc simulation, c'est carton jaune. Donc, application à la lettre du règlement. En soi, on ne devrait pas être choqué, parce que c'est l'application à la lettre du règlement. Mais de l'autre, quand on sait qu'à plein de moments, ce genre de choses-là ne sont pas appliquées, et que là, ça arrange, oui, très fortement l'Argentine de se retrouver à 10 contre 11, parce que, de se retrouver à 11 contre 10, parce qu'elle est en train de galérer contre la Suisse, oui, je peux pas l'enlever. Donc ceux qui auront envie de comploter et qui auront envie de dire, je peux pas vous enlever ça. Maintenant, factuellement, là, ce soir, le rouge d'Embolo, il y est, en fait. Il y est. Donc, là, je vois un message, LZ Kata qui nous dit argent FIFA, c'est tout. Ce serait un Argentin qui aurait simulé, il y aurait faute et 0 VAR. Écoute, c'est possible. Maintenant, est-ce que tu as des exemples comme ça? Tu vois? C'est ça la question. Moi, je suis pas fermé. Hein. Je suis pas fermé en train de te dire qu'il n'y a pas de complot, il n'y a pas de tout ça. Moi, je dis comme d'habitude, s'il y a un complot et il y a quelque chose de cet ordre-là, bah, il faut qu'on ait les preuves. Il faut qu'on ait les preuves parce que sinon, c'est un peu, c'est même pas un peu, c'est de la calomnie. Donc, non. Mais oui, là où je peux te rejoindre, LZ Kata, c'est que il y a des épisodes qui se répètent un peu d'application particulièrement ténue du règlement. Ce qu'on n'a pas forcément sur l'intégralité de tous les matchs. Je les regarde tous, je les ai tous regardés depuis le début. Il n'y a pas cette uniformisation des décisions comme on peut l'avoir pour l'Argentine. Maintenant, je le dis, tu me dis, oui, trop d'exemples, il faut juste regarder tous leurs matchs. Bah, donnez-moi les exemples. Parce que moi, je te le dis, je les ai vus les matchs. Donc, donne-moi les exemples en question et je te réponds. Mais il y a pour beaucoup d'exemples que tu risques de me donner, en fait, si on regarde le règlement juste, et vraiment, même si je porte le maillot Argentine, je te jure, je suis pas argentin, il n'y a pas de tout ça. Juste, je te dis, si tu regardes le règlement et tu regardes les cas de figure que tu me cites, après, je dis pas, il y en a peut-être certains qui sont pas couverts par le règlement, mais les 3/4, c'est couvert par le règlement. Donc, à un moment, je veux bien entendre le côté, ça serait bien que ça soit uniformisé pour tous les matchs. Ça, je te rejoins. Ça, pour moi, c'est pas normal, c'est pas équitable. Parce que dans certains cas, la décision, elle est prise, et dans d'autres cas, elle n'est pas prise. Donc ça, je peux te l'accorder. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Par contre, si les éléments, c'est de me dire, par exemple, que le deuxième but des Égyptiens, il aurait dû être validé, bah non, factuellement, non, en fait. Il y a faute au début de l'action. Donc maintenant, c'est pas pour moi une erreur manifeste, mais si on regarde les règlements, en fait, on est obligé de regarder le règlement, mon copain. On est bien obligé de faire ça. Donc si on regarde les règlements, oui, à ce moment-là, le but doit être refusé. Maintenant, je suis d'accord avec toi, ça n'arrive pas dans tous les matchs. Donc forcément, comme ça n'arrive pas dans tous les matchs, on a la sensation que l'Argentine, elle est favorisée. Moi, je dirais plus qu'elle est arbitrée différemment. Et ce qui est déjà un problème. Mais j'irai pas jusqu'à favoriser. En tout cas, avec les exemples que j'ai pu voir, je te dis contre l'Égypte et même là ce soir, elle est arbitrée un peu différemment parce que dans plein d'autres matchs, on n'aurait pas ça. Ça, je peux l'entendre. Par contre, favoriser et argent FIFA, j'ai du mal. En tout cas, sauf si on apporte les preuves que véritablement, il y a eu aide, il y a eu corruption, il y a eu véritablement volonté de favoriser. Moi, si tu m'apportes les preuves, il n'y a aucun problème. Moi, encore une fois, j'ai le maillot argentin, mais je m'en fous. Donc, s'ils ont fait n'importe quoi et si vraiment on est là-dedans, on est sur de la corruption, il n'y aura aucun problème, on sera les premiers à les dénoncer. Aucun souci. Mais au moment où on parle, je ne les ai pas, les infos. Moi, je regarde les matchs, je vois, et moi, de mon ressenti, vraiment, le plus honnêtement possible,
pour moi, c'est l'Argentine est arbitrée différemment. On applique le règlement de manière très, très, très ténue comparé à d'autres équipes. Voilà, moi, la distinction que je ferai. The Bidule. L'épreuve. MDR, il faut juste avoir des yeux pour comprendre qu'il y a des passes droits pour certaines équipes. J'ai jamais vu une Coupe du Monde aussi mal arbitrée. Bah, si on en est à lister les trucs, allez-y, les copains. Vraiment, dites-moi les éléments. Moi, je suis ouvert. Hein. Vous voyez bien, je suis pas un fan de l'Argentine absolue. Au contraire, je suis le premier à être critique sur l'Argentine qu'on a vu ce soir. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Mais donnez-moi les exemples en question. Quand je vous demande, dites-moi. Alors, explique-moi déjà le non rouge sur Messi contre l'Algérie, alors que l'Américain l'a eu avant l'appel de l'autre couillon, certainement non sanctionné. Il y a trop d'exemples que je peux pas tout dire. Alors, le carton rouge de Messi. Il peut y avoir carton. Est-ce qu'on part sur véritablement carton rouge avec un geste délibéré de faire mal? C'est de l'appréciation. Donc après, là où je vais aller dans ton sens, si un arbitre sort le carton rouge, je suis pas choqué. Que l'arbitre ne sort pas le carton rouge à ce moment-là, je vais revérifier, mais à ce moment-là, il a pris un carton, Messi déjà. Il a déjà un jaune. Je vais revérifier ça tout de suite, mon copain. Comme ça, je te réponds vraiment tout de suite. Argentine-Algérie. Il n'a pas de carton. Il n'a pas de carton, mon copain, parce qu'il n'a pas pris de carton au final. Ça peut mériter rouge si tu veux. Pour certains arbitres, ça va être rouge. Maintenant, c'est pas un scandale qu'il y ait. Alors, moi, j'aurais été sur un jaune à ce moment-là, parce que je me rappelle très bien de la semaine. Mais c'est plus de la maladresse que la véritable envie de faire mal. Et c'est pas déconnant qu'il n'y ait pas de rouge. Maintenant, qu'il y ait juste coup franc et qu'il n'y ait pas jaune, allez, à la limite, si tu veux. Et ça influe pas sur le match. Ça influe pas sur le match. Là, après, si tu me parles de l'appel de l'autre couillon de Trump, on en a parlé à multiples reprises. C'est n'importe quoi, c'est complètement antisportif et ça va à l'encontre même de la logique du football. Donc, si tu veux aller par là, l'appel de Balogun qui a pu jouer malgré sa suspension effective contre la Belgique, il n'y a pas de problème, je vais être dans ton camp, il n'y a aucun problème là-dessus. L'Américain, alors The Bidule, l'Américain avec son carton rouge qui joue, ça vient pas de Trump. Ah, écoute, ça vient pas de Trump, j'en sais rien. Maintenant, je l'ai dit, on condamne totalement. LZ Kata, il y a des vidéos qui le montrent. Le problème, c'est que l'arbitrage pour les Sud-Américains, ils arbitrent comme si on jouait la Copa. Il y a que 3 jaunes pour l'Argentine. Et The Bidule qui me dit, c'est un maillot de l'Argentine. Alors, si tu y arrives, c'est normal. Mais par contre, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Donc, entends bien, écoute bien ce que je dis. C'est qu'en fait, j'ai le maillot de l'Argentine, mais je suis pas argentin une demi-seconde. Tu vois, je suis un fan de foot. C'est pour ça qu'on a cette chaîne-là. Je suis fan de foot. J'ai plein de maillots. J'ai plein de maillots. Et ce soir, j'avais envie de mettre mon maillot Argentine. Mais par contre, si tu as bien entendu le débat depuis tout à l'heure, et ça fait 30 minutes qu'on a commencé, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je suis ni argentin, je suis ni un fanat absolu de Messi et tout ce que tu veux. J'apprécie le joueur sans aucun problème. Mais si tu penses qu'en fait, je vais pas être honnête parce que j'ai mon maillot de l'Argentine, je te le dis, mon copain, tu te trompes largement. Vraiment, je suis le plus sincère. À la base, je suis d'origine italienne. Donc, tu vois, pendant cette Coupe du Monde, on n'est même pas là. Donc vraiment, si tu penses que c'est parce que j'ai un maillot de l'Argentine que je suis pro ou machin, vraiment, tu te gourres. Mais c'est pas grave, mon copain. Tu pouvais pas savoir si t'es peut-être arrivé là dans ce live. Mais vraiment, je suis pas en train de défendre l'Argentine bec et ongle, absolument. Je dis juste, j'ouvre le débat. Donnez-moi les exemples des faits de jeu qui sont discutables. Moi, je vous dis, pour la plupart, ils sont couverts par le règlement. Maintenant, c'est ce que je redis, ce règlement-là, pour certaines équipes, il n'est pas appliqué. Et ça, j'entends. C'est pour ça que j'ai précisé que pour moi, cette Argentine-là, et c'est pas normal, elle est arbitrée différemment. Voilà, c'est mon avis. Mais encore une fois, donnez-moi les exemples. Là, par exemple, on m'a donné l'exemple du carton rouge contre l'Algérie de Messi qui fait... Honnêtement, on peut pas parler de scandale. Qu'il n'ait pas pris de carton, ok, si tu veux. Mais carton rouge direct, c'est pas dingo s'il prend pas le carton rouge direct. Qu'il prenne pas de jaune, ok, si tu veux, à la limite, voilà. Mais est-ce que ça influe sur le cours du match? Je suis pas sûr, véritablement.
Dante Melocolia qui nous dit, sans l'expulsion de Mbolo, la Suisse était clairement partie pour gagner. L'Argentine n'arrive juste pas à passer la seconde, en fait. Non, mais totalement, hein, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Avant l'expulsion d'Mbolo, on était beaucoup plus près d'un momentum pour les Suisses, et donc d'un deuxième but suisse que d'une remontée argentine. Hein. Totalement d'accord avec toi, Dante. LZ Kata, moi je suis désolé, l'Argentine ne mérite pas cette coupe. Ça, je peux aller dans ton sens. Pour l'instant, en tout cas, ils donnent pas du tout les clés pour pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, totalement. Le Cap-Vert mérite de passer. L'Égypte, j'ai pas tout regardé, mais pour moi, il y a un penalty non sifflé. Un penalty non sifflé sur le but de quoi? Sur le but marqué après en contre-attaque. Franchement, si c'est sur le but en contre-attaque de Enzo Fernandez contre l'Égypte, franchement, mon copain, c'est pas flagrant. Si tu veux, hein, tu peux dire qu'il y a penalty, mais c'est pas flagrant. On n'est pas sur un truc flagrant. Et moi, perso, sur le match, je le siffle pas. Vraiment, premier degré, je le siffle pas. Donc, pour moi, si c'est ça, non, encore une fois. C'est pas que je veux essayer de te piéger, LZ4, hein, vraiment pas. Mais donnez-moi les vrais exemples des matchs. Et pour le coup, moi, après, on peut discuter. Et s'il y en a, je serais le premier à te dire, bah écoute, oui, là, franchement, mais dans mon esprit, dans tout ce que j'ai pu voir, les trois quarts, comme j'ai dit, c'est couvert par le règlement. Donc ça, maintenant. Par contre, tu dis un autre truc qui est très juste. Ah, franchement, pour l'instant, si on était en termes de mérite, elle ne mérite jamais, pour l'instant, de tout ce qu'on a pu voir, et on arrive en demi-finale. Après 6 matchs, c'est vraiment pas l'équipe des 4 qui mérite la Coupe du Monde. Loin de là. Loin de là. Loin de là. Grace Toucher qui dit, salut, il y a une faute dans ton titre. Il y a marqué Motienne à la place de moyenne. Ah, mince. Écoute, merci. Je ferai la vérité. The Bidule. Je pose une question. Tu n'as pas à te justifier. Je ne te connais pas. Ça reste ta parole. Bah, écoute. Tu sais, ça fait 3 ans qu'on a lancé la chaîne. Donc, écoute, tu verras bien. Hein, tu verras si, sur la chaîne, on a fait à peu près 900 vidéos. Tu verras si j'ai beaucoup de maillots argentins et je suis beaucoup en train de défendre l'Argentine. Donc, c'était juste pour t'expliquer. Voilà, maintenant c'est bon, c'est fait. LZ Kata, s'il prenait le carton rouge, mais si le match changeait, car c'est lui qui a marqué les buts, dans les poules. Oui, mais comme je t'ai dit, LZ Kata, vraiment premier degré, est-ce que c'est un scandale qu'il n'y ait pas rouge? Pas chez moi, en fait. Pas chez moi. Le jaune, je t'ai dit, je suis d'accord. Mais le rouge, non, vraiment. Vraiment premier degré, c'est pas un scandale pour moi. C'est pas, je me dis, là, ils sont favorisés. Maintenant, après, le constat que tu fais derrière, c'est que oui, bien sûr, s'il prend ce rouge, il joue pas derrière et il y a peut-être pas, il y a aucun problème. Ça, je l'entends. Mais par contre, on peut pas dire que c'est un vol, que l'Argentine a volé parce qu'il a pas pris de rouge à ce moment-là. C'est une faute qui est ratée. Vraiment, c'est une intervention ratée, pas maîtrisée et où il met une semelle. Mais des semelles qui ont été validées soit par un jaune ou soit par juste une réprimande de l'arbitre, ça arrive pas une fois tous les 500 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, s'arrêter sur ça, c'est peut-être même voir mal le problème. Maintenant qu'on s'y arrête, bien sûr, l'Argentine ne maîtrise pas ses matchs, elle joue pas bien. Donc, je suis d'accord avec toi. Maintenant, de l'autre, il y a d'autres choses pour moi qui interpellent et qui peuvent justement faire dire que c'est ce que je dis depuis le début de la journée, face au Cap-Vert, face à l'Égypte, ça peut passer, face à la Suisse, ça peut passer. Pour moi, là, face à l'Angleterre, ça passera plus. Ça ne passera plus. Et l'Angleterre n'est pas la meilleure équipe. Hein. Mais pour moi, ça ne passera plus parce que là, en face, tu vas avoir non seulement des gars qui vont te rentrer dedans, mais beaucoup plus de qualité individuelle. Ce que n'a pas eu l'Argentine depuis le départ. C'est-à-dire que là, les Kane, les Bellingham, là, c'est pas Brelem Bolo et Dan Ndoye. Et j'adore Dan Ndoye, hein, mais c'est pas Brelem Bolo. Harry Kane, c'est pas Brelem Bolo. Donc, forcément, il va y avoir un niveau au-dessus. Et si l'Argentine continue de nous montrer son 4-4-2 de l'enfer, comme je montre, pareil, depuis le début de la journée, et j'arrête pas de m'exciter dessus en disant que c'est n'importe quoi qu'un champion du monde se présente avec un 11 comme ça, écoutez, voilà, ça changera pas. Hein. Ils vont se faire sortir largement contre l'Angleterre. Hein.
Ah vraiment, s'ils rejouent avec ce même schéma-là, je peux vous garantir, en tout cas, moi, je ne me positionnerai pas une demi-seconde pour l'Argentine. Alors, pas une demi-seconde. Grâce Toucher qui dit, pour moi, l'équipe tout au-dessus. Attends, j'ai un petit problème. Attends, avec les messages. Ils sont en train de partir. Voilà. Pour moi, l'équipe tout au-dessus de tout, c'est la France. Réellement, les Argentins s'en sortent presque à chaque fois de justesse, sauf ce match, s'ils pouvaient se faire disqualifier par l'Égypte. Mais paradoxalement, c'est sûr que cette équipe va aller en finale. Je partage pour l'impression vraiment supérieure de la part des Français. Pour l'instant, c'est l'équipe la plus spectaculaire, même pendant ces quarts de finale. Est-ce que c'est la meilleure? Ça va être toujours la grande question qui va nous animer pendant 24-48 heures avant le match contre le match France-Espagne, pardon. Mais paradoxalement, tu nous dis que cette équipe va aller en finale. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Et même ces fameuses questions d'arbitrage et tout ça, là, tu es face à une grosse nation. Donc là où ça peut passer contre l'Égypte, c'est horrible à dire, hein, mais là où ça peut passer contre l'Égypte, contre le Cap-Vert ou contre la Suisse, contre l'Angleterre, c'est bon, en Argentine-Angleterre, quoi, les copains. Argentine-Angleterre. Ah, juste. Donc, pour moi, là, l'arbitrage, comme je le dis, vraiment à la lettre de la part de l'arbitre, j'ai peur que là ça tienne pas. Et puis juste sur le terrain, là par contre, on arrête de parler juste 2 secondes de l'arbitre, on parle juste de terrain. Sur le terrain, même si c'est pas flamboyant ce qu'on a vu de la part des Anglais, honnêtement c'est supérieur. Vraiment c'est supérieur. Et contre le Mexique et contre la Norvège, vraiment. Et c'était 2 adversaires qui étaient supérieurs à la Suisse et à l'Égypte et aussi au Cap. LZ Kataki nous dit le fait que Infantino dise que son équipe de cœur c'est l'Argentine et qu'à chaque fois qu'il gagne il le fait quand une équipe passe alors qu'il ne le voulait pas quand il fait la gueule, ça ressemble à du favoritisme. Dans tous les cas il faut que ce président dégage. Totalement d'accord avec toi LZ Kata. Pour le coup moi Infantino, s'il y a bien un gars que j'ai pas envie de revoir et de continuer envie de voir squatter cette place là, Gianni qui à la base était le gars qui tirait les boules dans les tirages au sort de la Ligue des Champions. Franchement, catastrophique. Donc je vais dans ton train. J'aurais préféré que la Norvège passe, mais l'Angleterre peut totalement dégommer l'Argentine. Et je l'espère, je peux plus les blairer. Sur ce, je vous laisse, je dois y aller. Bon live, tu es respectable par rapport à beaucoup. Écoute, merci à toi LZ Kata. Mais je comprends que l'Argentine se fasse pas forcément que des copains. Je comprends. Encore une fois, ton message et merci à toi. Grace Toucher qui nous dit une finale France-Angleterre ou Espagne-Angleterre, la revanche serait fou. Ouais, ça serait fou. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais on pourrait avoir la revanche du dernier Euro. Et ça pourrait avoir de la gueule. Mais des 4, hein, j'ai envie de dire que là, sur le papier, voilà, avec les 4 équipes qui nous restent, voilà, hein, si vous avez toujours pas le fameux tableau final, bon, que ça soit France-Angleterre, France-Argentine, ou Argentine-Espagne, ou Argentine-Espagne, ou Angleterre-Espagne, franchement, les quatre, franchement, c'est top. C'est 4 belles finales. Après, est-ce que c'est les 4 meilleures équipes du tournoi? J'en sais rien. Je pense qu'on a tous bien aimé les Norvégiens. Je pense qu'on aurait bien aimé peut-être que les Marocains puissent continuer un peu plus sans tomber tout de suite sur l'équipe de France. Enfin, je sais pas, il y aurait pu, mais les 4 équipes sur le papier, bon, France, Angleterre et Espagne, Argentine, ça a quand même de la gueule, les copains. Ça a quand même de la gueule. The Bidule qui nous dit il y a toujours un mauvais match pour toutes les équipes, ils ne pourront pas être à 100% tout le temps en espérant que ça se passe bien contre l'Espagne. Les stats des passes du dernier match de l'Espagne est assez flippante. De plus, ils jouent très rapidement. Pour ce match-là, oui, hein. C'est loin d'être fait pour les Français, même si pour l'instant l'impression visuelle est vachement plus favorable aux Français. C'est 2 styles, 2 ambiances.
et on va en parler, je pense, à partir de demain. Mais comme tu nous dis, The Bidule, c'est la finale avant l'heure. C'est clairement, en tout cas, de mon côté, c'est ce que je pense sincèrement. Je pense que on a vraiment une opposition de style assez dingue. On a déjà pu voir ça en finale d'Euro 2024. On a vu ça aussi. C'était différent, mais on a pu voir ça aussi et c'était spectaculaire en Ligue des Nations. Ouais. Alors, on a bien envie, un petit 3e France-Espagne en 2 ans. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Perso, j'aime bien. Et je suis assez d'accord. Ça ressemble à une finale avant l'heure. Maintenant, j'espère qu'on sera pas déçus. Mais c'est deux styles différents et c'est ça, je pense, qui va être très intéressant. C'est qu'on est sur 2 styles différents et ne serait-ce que la question de la possession de balle. Est-ce que l'Espagne va véritablement aller sur cette possession de balle ou au contraire se dire que face à la France qui peut être redoutable en phase de transition, tu renonces à ça? Ça va être un vrai dilemme. Ça va être un vrai dilemme et il y a plein de matchs dans le match. Évidemment, Yamal contre Digne. Évidemment, Cucurella face à Dembélé. Laporte face à Mbappé. Enfin bon, il y en a plein. Il y en a plein et ça risque d'être vraiment, oui, comme tu l'as dit, je suis assez d'accord et c'est l'appellation qu'on va sûrement donner pour la preview, que c'est une finale, que c'est la finale avant l'heure. Mais ça serait qu'une demi-finale. Touch, les passes de l'Espagne, c'est normal, c'est leur jeu, leur fameux tiki-taka, mais je pense que la France est au-dessus de l'Espagne. La Belgique pouvait gagner contre cette Espagne. La Belgique a eu des opportunités, aurait pu, mais si elle avait été audacieuse. Et après, c'est toujours la même chose. Si tu es un peu plus audacieux, tu laisses un peu plus d'espace aussi à cette Espagne. Est-ce que ça serait passé? Honnêtement, je pense que le 2-1, il est assez flatteur hier pour les Belges. Il est assez flatteur. Mais, on peut pas enlever que les Belges puissent avoir, allez, le seum. Désolé. Mais, sur ce match, mais dans l'ensemble, pour moi, la victoire de l'Espagne, elle est méritée. Franchement, voilà, après, ça arrive 88e sur l'erreur de Lamens. Mais ouais, c'est difficile. Ouais, franchement, c'est difficile. Grâce au chat qui dit j'aime pas les Espagnols qui disent on les a battus 2 fois, et cet argument ne peut pas se faire vu comment les équipes ne sont plus les mêmes depuis ce temps. Ouais, alors, j'ai entendu ça, hein. Et mon copain, j'ai envie de te dire, ok, il y a des joueurs qui ont pris un peu de galon. Ok, je peux entendre. Maintenant, tu peux te dire aussi que les joueurs, quand ils ont fait ce match-là il y a 2 ans, les Espagnols, ils n'étaient pas champions d'Europe. Donc, ils n'avaient pas la même confiance. Donc là, au moment de jouer ce match-là, je pense que la confiance, ça peut aussi jouer. Et quand tu as battu 2 fois cette équipe de France, et les 2 fois en 2 ans, enfin en 1 an même, ça peut te donner un truc. Maintenant, là où je peux te rejoindre, on va pas avoir les photocopies des matchs de 2024 et 2025. Déjà, on n'aura pas les mêmes compos, on n'aura pas peut-être pas les mêmes focus que, par exemple, la Ligue des Nations. Peut-être. Ça, je veux bien. Mais par contre, le fameux, entre-temps, l'équipe de France est devenue des monstres et l'équipe d'Espagne est redevenue un peu ordinaire. Ouais, faut doser. Je pense que si c'est ça que tu essaies de me dire, on va quand même nuancer parce que du côté espagnol, je le dis, ce titre de champion d'Europe, ça a pas pu, ça a donné confiance à tout un tas de joueurs et au groupe. Donc attention. Et puis t'as quand même récupéré par exemple un Koubarsi par rapport à un Robin Lenormand. Donc là aussi c'est pareil, t'as quand même upgradé un petit peu à ce niveau-là. Donc je pense que ouais, cette équipe espagnole, elle a changé. Bien sûr, l'équipe de France a encore plus évolué et elle a semblé évoluer positivement, ça je veux bien. Mais le fameux, ouais, il y a 2 ans, c'était un autre match. Là, on n'est plus du tout pareil. En tout cas, j'ai du mal à y croire dès le départ. Voilà. En tout cas, c'est mon. The Bidule qui nous dit, j'espère que la date du 14 juillet va leur donner de la force. C'est que des mots, c'est pour déstabiliser les joueurs. Mais vu comment la France s'est comportée contre le Paraguay, je doute que ça morde. Ouais, mais là, on est sur autre chose, hein. Puis là, les Paraguayens, si vous n'êtes pas au courant, hein, les Paraguayens, en fait, ils jouent pas au foot, ils jouent au catch. C'est autre chose. C'est autre chose. Là, les Espagnols, ils jouent au ballon. Donc après que ça chauffe un peu, voilà, que Yamal dise 2-3 trucs, c'est normal. Vraiment, pour moi, c'est normal. Et on n'atteindra jamais le niveau de chambrage ou le niveau de machin. Mais c'est normal. C'est une demi-finale de Coupe du Monde entre 2 équipes qui sont rivales depuis plusieurs années.
c'est logique. Qui plus est de pays frontaliers, ouais, ça va, tu vois, on va pas tomber dans le truc. C'est que des mots, mais c'est pas si mal que ça. Et tant que ça reste, pour l'instant, ce que j'ai lu, on est sur du bon enfant. Hein. On est clairement pas sur des attaques physiques, sur des attaques, enfin voilà, on est meilleur qu'eux et nous on s'en meilleur. Enfin, du coup, c'est des avant-matchs assez classiques, hein, quoi. Voilà pour le France-Espagne. Maintenant, moi les copains, je vous pose une question. Hein. Enfin, moi je me la pose aussi, hein. Mais cette équipe espagnole, cette équipe argentine, ça vaut quoi? On en pense quoi? On pense quoi de cette Argentine 2026? Est-ce que c'est, comme je lis un peu à chaque fois que je fais un live sur l'Argentine, c'est argent, FIFA, corruption, escroquerie, complot et tout ce qui va avec? Ou est-ce que on se rend compte que il y a peut-être aussi autre chose dans cette équipe, c'est-à-dire pas de fond de jeu et un style très 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 minimaliste, mais me mettez pas tout de suite l'arbitrage quand je termine ma phrase, mais peut-être aussi porté par autre chose. Un sentiment peut-être de grinta ultime et guidé par, de toute façon, ça va toujours forcément tourner dans notre sens. Je sais pas, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est un style, ça. C'est pas un style. Tu peux pas arriver à être champion du monde, en tout cas, moi j'ai jamais vu ça, juste avec porté par allez, on lâche pas, on y croit toujours. Ouais, non, à un moment tu peux pas. Moi je vous le dis, hein, vraiment, cette Argentine 2026, déjà demi-finale, c'est déjà beau. Hein. Parce qu'au vu de ce qu'ils nous ont montré, vraiment, ils auraient pu sortir avant. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ils auraient pu sortir avant contre le Cap-Vert. Mais force est de constater, ils sont encore là quand même. Donc on peut pas se dire juste, vous avez compris, on en a parlé, on en a reparlé, mais on peut pas juste dire c'est l'arbitrage en fait. C'est pas que l'arbitrage. Il y a aussi autre chose à un moment qui fait que cette Argentine-là, elle se retrouve en demi-finale de Coupe du Monde. Donc maintenant, c'est quoi en fait? C'est vraiment Messi, un truc supplémentaire. Mais là, ce soir, Messi, il est pas bon. Eh les gars, ce soir, il fait une passe décisive, ok, sur le corner. Je vais vous apprendre que Messi tire bien les corners. Bon, bah non, en fait, voilà, ça fait partie de sa panoplie. Donc, il fait une passe décisive sur corner. Mais sinon, le reste, les copains, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Donc, pour moi, cette Argentine-là, je sais même pas ce qu'elle vaut. À part de voir qu'elle galère à chaque match à élimination directe dès qu'on lui met de l'impact physique. Mais je le dis, les équipes rencontrées jusqu'à présent par l'Argentine ne sont pas individuellement forte. Donc, il n'y a pas d'individualité qui ressorte. À la limite, peut-être on aurait pu avoir un petit quelque chose si on avait eu Manzambi, par exemple, ce soir, du côté suisse. On aurait pu voir. Peut-être, je ne dis pas que c'est encore un crack, mais vu la Coupe du Monde qu'il était en train de nous faire, on aurait pu se dire, ah, peut-être que là, c'est un joueur supplémentaire que l'Argentine a réussi. Là, ce soir, c'est Dandoy. Arendoy, il n'y a rien à dire. En plus, franchement, il a fait un super match. Et d'ailleurs, je vous le dis, dans les tops et dans les flops, du match, franchement, il est dedans. Franchement, il y a rien à dire. Mais franchement, cette équipe d'Argentine, elle va juste se contenter de nous proposer ça, en fait. Juste de nous proposer ça. Et là, vous le voyez, hein, j'ai mis en note du match. Pour moi, c'est 5,5. Hein. Et c'est 5,5 parce que c'est sauvé, parce qu'il y a du suspense, parce que. Mais si on parle vraiment de l'intérêt du match, les copains, c'est pas bon. Hein. Vraiment, on s'est ennuyé ferme. Hein. Et j'ai pas envie de me faire spoiler ma vidéo, j'ai pas envie de me faire squeezer ma vidéo. Hein. Mais sinon, je vous dirais vraiment d'autres termes. Vous serez dans mon salon, là, je vous garantis, je vous parlerai autrement. Hein. C'était pas bon. Hein. C'était pas bon ce qu'on a vu ce soir. Hein. Donc c'est pour ça, cette équipe d'Argentine qui continue d'avancer avec des stats aussi moyennes, et on se fera pas avoir, hein, parce que ils ont la possession sur l'ensemble des 120 minutes et qu'ils ont plus de XG. Moi, je vous le dis, ceux qui ont regardé le match, on s'est ennuyé ferme à partir de la 10e minute. Et même avant la 10e, c'était pas dingo. Hein. Et de la 10e à la 67e, je vous dis, l'Argentine ne fait plus rien. Mais plus rien. Et 67e, il y a le but. 3 minutes après, il y a le rouge de Mbolo qui tombe, mais allez, c'est
c'est jackpot, messieurs, dames. Et après, oui, comme on le voit sur le momentum, on voit un peu plus de vert. Mais regardez bien, hein, jusqu'à la prolongation, il n'y a rien. Il n'y a rien de vraiment très, très dangereux. Donc, j'arrête pas d'en parler, mais pour moi, Scaloni, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, ce coach. Les remplacements qui sont effectués, franchement, on est soit sur du poste pour poste ou des trucs qui s'imposent, quoi. Ah oui, à un moment donné, tu es obligé de prendre des risques quand tu te retrouves à 11 contre 10 à un quart d'heure de la fin contre la Suisse. Bah oui, t'as fait rentrer Nico Gonzalez à la place de Tagliafico. Ah bravo Lionel. Ah extraordinaire. Et puis alors, je vous le dis, hein. Alors il y en a un. Alors le José Manuel Lopez. Alors là, lui aussi, hein. Un sacré numéro le garçon. Ah, je vois pas l'intérêt de ce joueur. Je vous le dis. Tout simplement, je vois pas l'intérêt de ce joueur. Il est rentré pour un peu faire la différence. Il est rentré à 110e. Hein. Donc, il y avait encore 0, il y avait encore un partout. Vraiment, hein, j'ai pas compris l'entrée. Il a pris un carton. Il arrêtait pas de se pourrir avec l'arbitre. Il faisait des fautes. Ah, franchement, attaquant bien spécifique. Hein. Ah, mais alors, vraiment spécifique. Et ça, c'est pareil. Je vous le dis, au cas où vous ne sauriez pas, parce que pourrait peut-être pas savoir, hein. Mais dans l'effectif, il y a par exemple un joueur qui s'appelle Nico Paz. Quand on sait la difficulté dans les 20 derniers mètres, 20-30 derniers mètres de l'Argentine pour pouvoir arriver à passer un contre un, machin, voire même d'allumer une frappe. Non, mais non, c'est crise de lèse-majesté. Non, faut pas le faire jouer. Nico Paz, faut pas le faire jouer. Faut pas le faire jouer. Ça sert à rien parce que là, en fait, il n'est pas retourné au Real, il est resté à Como. Donc non, aucun intérêt. Mais vraiment, on se rend compte. Et même, je vais vous dire, il y en a un, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il continue à autant jouer, c'est Rodrigo De Paul. Et pourquoi tu ne fais pas jouer une demi-seconde Giuliano Simeone? Pourquoi Giuliano Simeone ne joue à rien? Mais même là, ce soir, ça rentre pas. Ça rentre pas. Nico Paz, ça joue contre la Jordanie pour le match qui sert à rien. Mais par contre, on ne le fait pas rentrer. Thiago Almada, qui fait une différence une fois tous les 5 matchs. Par contre, lui, soit dans le 11 au début de compétition, ou sinon ça rentre à chaque fois. Ce soir, bouffe en face à face, prend un carton jaune dès qu'il est rentré. Une très belle entrée de Thiago Almada. Vraiment rien à dire. Mais faut croire que c'est ce que lui demande Scaloni. Donc, vu qu'il le remet à chaque fois, et que ça fait partie de ses hommes de confiance. Je sais pas, je ne comprends pas. Il y a des joueurs pour pouvoir jouer autrement. Il y a des joueurs. Il y a une manière de jouer. Je sais pas, enfin, on va encore me dire quoi? Ouais, mais parce que ça marche, il est champion d'Amérique du Sud 2 fois, il est machin. Ouais, mais d'accord, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc on continue à faire quoi? On continue à rester comme ça, avec une équipe qui ne tient pas la route tactiquement, dont on sait très bien qu'elle va aller dans le mur, en se disant « Non, mais c'est l'Argentine, vous voyez pas, mais arrêtez. » Moi, j'ai des potes qui m'ont dit ça. J'ai des copains qui m'ont dit « Ouais, mais tu sais, c'est l'Argentine quand même. » Ouais, mais l'Argentine, quoi, en fait, elle va faire des miracles à chaque fois, en fait. Il va y avoir Diego Maradona qui à chaque fois, du ciel, t'envoie la force. Non, mais à un moment donné, ça suffit, quoi. Ça suffit. C'est pour moi, c'est la seule équipe. Je reprends le message de The Bidule qui nous dit c'est la dernière équipe de l'Amérique en liste. Tous les autres sont européennes, même si l'Angleterre a fait le Brexit. Mais franchement, c'est la seule équipe qui n'est pas européenne dans ce dernier carré. Mais franchement, c'était pas la meilleure. Hein. Vraiment, c'est pas la meilleure. Hein. Cette Argentine-là, pareil, les copains, pour moi, c'est ultra, ultra décevant. Vraiment. Donc, je sais pas. Hein, et si ça espère passer contre l'Angleterre, avec encore, pareil, Diego Armando Maradona, et là, on va encore nous réinventer Mano de Dios. Parce que là, je vous le dis, hein, Messi, il fera pas l'action de Diego. Ça, c'est sûr et certain. Il a plus les cannes. Et on trouve. Alors, si, par contre, un gars qui a un minimum de vis pour faire une Diego de la main, si ça, par contre, je peux en trouver. Paredes, je pense qu'il peut arriver à se muer. Par contre, pour qu'il arrive à se retrouver à la réception d'un centre comme ça, je suis pas sûr. Mais
Vraiment, il va y avoir 50 000 histoires à écrire parce que Angleterre-Argentine, c'est un classique. C'est un classique. Il y a 86, il y a 98, il y a 2002. Enfin, ce match-là, c'est un classique. Voilà. Et puis après, là, je parle juste de football, mais après, si on prend l'extra sportif, il y en a encore plus. Donc, voilà. Et si les Argentins se disent, ah, allez, 40 ans après, la mano de Dio, ça va passer. Ouais, d'accord. Ok. Ah, je vous le dis, allez bosser un petit peu tactiquement, parce que si vous pensez vraiment passer avec juste ça, je vous le dis, vous allez vous manger un mur. Et même si c'est une Angleterre qui est pas extraordinaire, je vous le dis, ça ne passera pas. S'il nous remet encore une fois, ça va être au moins la 50e fois de la journée, s'il remet encore une fois son putain de milieu de terrain, son putain de double pivot, avec McAllister, Enzo, Paredes et De Paul, non mais là je vous le dis, je ne veux qu'une seule chose, même si j'aurais mon maillot Argentine, je ne voudrais qu'une seule chose, c'est qu'il se fasse virer. Non, voilà, stop, j'en peux plus. Il me fatigue. The Bidule qui dit bon, il y a eu la main de Thierry Henry, le handballeur, ils ont été punis en Afrique du Sud et surtout à cause de Raymond, les Astres n'étaient pas avec lui. Bah écoute, je sais pas s'ils vont être punis. Après, ils ont été punis pendant un moment, les Argentins. Ça a été un peu dur. Après Diego, ça a été compliqué. De 93 de la Copa América jusqu'à, je crois 2021, l'avant-dernière Copa, ils avaient rien gagné. Donc il y a eu une belle traversée du désert quand même pendant un bon moment. Donc je sais pas si c'est qu'arrivera avec. On verra déjà s'il y a une mano des Dios, mais bon, on va pas y croire. Mais vraiment non, cette équipe argentine, elle est décevante. Et la dernière question que je pose, c'est aussi pour nos amis suisses, mais vraiment, est-ce que je pose la question, mais pour moi, je dis que oui. Est-ce que la Suisse peut avoir des regrets ce soir? Franchement, il y avait moyen de faire mieux. Il y avait vraiment moyen de faire mieux. Il y avait moyen d'aller la chercher, la qualif. Parce que je vous le dis, depuis tout à l'heure, le momentum à 0-0, à 1 partout, il est pour les Suisses. Il est pas du tout pour les Argentins. Donc la Suisse, pour moi, elle peut avoir des regrets. Maintenant, est-ce que Murat Yakin peut avoir des regrets? Je l'ai dit pendant le live tout à l'heure, j'aurais bien aimé voir Vargas quand même un tout petit peu avant le but de Julian Alvarez. Parce que vraiment, quand même, vraiment, c'est un bon joueur, c'est un gars qui peut te faire des différences en transition. Je le disais dans la preview, c'était un bon joueur et peut-être que c'est ça. Mais de l'autre, est-ce qu'avec Vargas, tu arrives à rester dans le match? Vargas à la place de Vargas, est-ce que tu y arrives? Je sais pas. Mais pour moi, pas à chaud, parce que là, ça y est, ça fait déjà une bonne heure que le match s'est terminé. Moi, si je suis suisse, j'ai quand même des regrets. Et je me couche ce soir et j'ai des regrets. Parce que je me dis que c'est vraiment pas passé long. Et que même si ça se termine sur un 3-1 et un but de Julian Alvarez, ok, qui est beau, qui est tout ce que tu veux, franchement, il y avait la place. Il y avait la place ce soir parce que cette Argentine, elle est pas impressionnante. Elle fait pas réellement peur. Et ouais, il y avait moyen de faire mieux. Et Endoy, moi, je vous le dis, les copains, franchement, ce soir, il fait partie des tops. Il fait partie des tops avec McAllister. Bien évidemment, le but, c'est les deux buteurs, mais au-delà des buts, les deux ont fait 2 bons matchs. En flop, Mbolo, évidemment, parce que prendre le rouge à ce moment-là, sur une simulation, c'est même pas à la limite, t'as aidé ton équipe, t'as fait un retour défensif, ce que tu veux. Là, c'est sur une simulation, franchement, tu mets mal ton équipe, et je l'ai dit, on est 3 minutes après l'égalisation. Donc, on est à un moment où les Argentins ont la tête sous l'eau. Donc, mettre ton équipe à 10, si forcément t'es un flop. Puis De Paul, j'aurais pu mettre Paredes, mais De Paul, quoi. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc, pour moi, De Paul, en homme du match, oui, franchement, les copains, vu qu'il y avait personne qui arrivait à se déterminer et qui arrivait à se signaler, là, dans un match comme ça, forcément, le buteur, c'est celui qui va avoir le titre d'homme du match. C'est forcément lui parce que
Ah oui, il te débloque le match. Et puis alors, quel but? Quel but, les copains. Ouais, je bois au coup. Il met une sacrée balle. Oh. Le but, il est magnifique. Vraiment. Frappe enroulé, magnifique trajectoire, et puis super important. Mais je l'ai dit, si on prend les notes du match, est-ce que j'ai les notes du match, les copains? Oui, j'ai les notes du match. Elles sont ici, les notes du match. Voilà. Si on prend les notes du match, moi, je vais lui mettre 6,5 à Alvarez. Mais je vais pas lui mettre beaucoup plus. Hein, parce que, et c'est son but qui sauve. Hein. C'est son but qui sauve. Hein. Donc là, on a tenté un nouveau truc, les copains. On a essayé de noter les joueurs. Bon, voilà. Parmi les joueurs importants, voilà, je l'ai dit, McAllister, par le but, mais aussi parce que il a été le plus actif du milieu, c'est celui qui s'est le moins caché. Beaucoup aimé Ndoye aussi dans sa manière de percuter et de proposer quelque chose. Le milieu a été bon, mais trop neutre à mes yeux pour le milieu suisse, pour pouvoir vraiment avoir de meilleures notes. Mais 5,5 pour Freuler, 6 pour Xhaka et 6 pour Rieder. Ouais, pour moi, voilà, Djibril Sow, 5,5. On va peut-être même plus lui mettre le 6, mais voilà, c'est trop. Si on doit déterminer un truc peut-être pour les Suisses, c'est qu'ils sont là ce soir, encore une fois, un peu trop scolaires. Un peu trop scolaires. C'est un peu ça, juste, qui est un petit peu dommage. Mais de l'autre côté, enfin, voilà, ils ont fait un match plein, ils ont eu leur chance. C'est sur des épisodes d'arbitrage que la rencontre bascule, mais pas que sur ça, hein. C'est Alvarez, hein, parce que à la 113e, il y a toujours un partout. The Bidule qui nous dit, plus je regarde les matchs de foot, plus je me dis que certains devraient faire du cinéma. Dommage pour les Suisses, je pense qu'ils méritaient de gagner. Il doit se bouffer les doigts, celui qui a pris le carton rouge pour simulation. Fallait bien que l'arbitre trouve une solution pour que l'Argentine gagne. Je te trouve un peu dur. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut s'entendre. Si le gars est suisse, si t'es supporter suisse, oui, tu fais la gueule. De l'extérieur, tu peux te dire, c'est une application stricto sasso, je crois qu'on dit, du règlement. Mais pour la Suisse, oui, il y a des regrets à avoir. Maintenant, de l'autre, bah oui, à partir du moment où tu te retrouves à 10, on a bien compris que le plan, c'était de se retrouver jusqu'au péno et de faire comme contre la Colombie. C'est un peu dommage parce que j'avoue, j'aurais bien aimé les voir à 11 contre 11 en terminant et voir l'Argentine galérer avec Scaloni qui sait pas faire le moindre changement. J'avoue, j'aurais bien aimé voir ça, mais malheureusement, Mbolo, il fait n'importe quoi. Et tu simules pas quand t'as déjà un carton jaune. Bon, les copains, je vais m'arrêter là. On a fait plus d'1h10 sur le débrief du Argentine-Suisse. Je pensais pas qu'on allait faire aussi longtemps. Mais vous étiez actifs. Merci particulièrement à bidule.fr. Écoute, un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Merci à Grass Toucher, merci à LZ Kata, qui était aussi très actif, mais qui est parti depuis tout à l'heure. Merci à Dante Melancolia. Et merci à tous d'avoir suivi. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous l'avez vu en replay, on répond toujours aux meilleurs commentaires par la suite. Le live va être dispo aussi en podcast, donc n'hésitez pas, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, n'importe lequel. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. On est en train de progresser énormément. On est en train d'arriver dans les 50 meilleurs podcasts disponibles en foot en France. Donc, allez-y les copains, poussez-nous, continuez, abonnez-vous et notez-nous. Pareil pour YouTube, allez-y, des pouces. Voilà. Je vais pas vous le redire, mais on a besoin de ça pour grandir un peu et continuer à avoir un peu plus de force. Donc merci à tous. Et puis, si vous êtes déjà abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.